Je vais juste tenir mon propos sur trois types de messages que moi je retiens, alors avec un prisme un peu français, mais je crois que c'est des messages, notamment de ce qu'on a entendu aujourd'hui, qui intéressent en fait la plupart des praticiens de l'évaluation environnementale, où qu'ils soient sur la planète, avec un sujet, moi qui suis juriste, mais qui suis ces sujets d'évaluation environnementale depuis maintenant près de 20 ans. C'est toujours cette question du sens des démarches, et c'est revenu très régulièrement aujourd'hui, et notamment la manière dont on les traduit juridiquement. Et le vrai sujet, on l'a commencé à l'aborder à la fin, mais c'est comment aujourd'hui le droit redonne ou pas du sens à ces démarches. Et c'est un vrai sujet pour nous. Et de ce point de vue-là, il y a trois messages moi, donc, qui m'intéressent. C'est un, la culture de l'évaluation environnementale. Deux, c'est la question de l'assise de l'évaluation environnementale. En fait, on est sur une démarche qui, normalement, est une démarche de droit commun d'intégration de l'environnement. Il y a quand même un sujet sur la manière de savoir est-ce que l'évaluation environnementale est aujourd'hui encore une démarche de référence d'intégration de l'environnement. Et puis, comme le titre de la journée, c'était pour ou contre l'évaluation environnementale, la question qui se pose, effectivement, c'est est-ce que l'évaluation environnementale doit être la cible des démarches de simplification, ou est-ce qu'il n'y a pas des démarches de simplification qui sont probablement ailleurs que l'évaluation environnementale. Mais ça, je vais voir tout à l'heure. Donc, la culture de l'évaluation environnementale, c'est un vrai sujet, puisque, et ça a été dit tout à l'heure dans la matinée, notamment par le sénateur Ronan Dantec, on a plusieurs visions, plusieurs conceptions possibles de l'évaluation environnementale. En fait, on a la vision un peu juridique, qui consiste à dire, notamment en Europe, c'est ce qui est issu des directives, projets, plans, programmes, mais il y a aussi une vision un peu plus large d'intégration de l'environnement, d'évaluation des politiques publiques environnementales, avec, et ça a été dit sur la table ronde internationale tout à l'heure, un vrai sujet d'harmonisation probablement internationale des méthodes, avec une évaluation environnementale qui est parfois mieux identifiée dans certains pays que d'autres, parfois constitutionnalisée. Je me rappelle de la constitution du Kenya qui prévoit une obligation d'évaluation environnementale, ce qui est assez rare pour le soulever. Donc en France, on n'a pas de constitutionnalité de l'évaluation environnementale, mais on a quand même des principes constitutionnels dans la Charte de l'environnement. Le principe de prévention, article 3, le principe de précaution, article 5, le principe de participation du public, ça a été rappelé tout à l'heure, à l'article 7. Et donc la concrétisation de ces principes, évidemment, intéresse le juriste. Or, en France, il y a une sorte de paradoxe français sur l'évaluation environnementale. On a été probablement le premier pays européen, en 1976, à introduire l'étude d'impact dans notre corpus juridique. Alors, je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'autres pays européens qui réfléchissaient à l'époque, mais en tout cas, cette formalisation juridique, elle est quand même assez pionnière en France, sur une loi du 10 juillet 1976, dont je rappelle dans cette instance qu'elle a été votée à l'unanimité à l'époque. À l'unanimité. Moins une voix à l'Assemblée nationale. Mais on voit bien effectivement qu'on est sur un contexte aujourd'hui assez différent. Et on avait mis en place, d'ailleurs, à l'époque, alors il y a le décret d'application de 77, on a déjà les mesures d'évitement, de réduction de compensation, on a déjà fait des méthodologies avec notamment le ministère qui avait mis en place, le petit ministère de l'écologie à l'époque, l'atelier central d'environnement, qui se retrouve aujourd'hui toujours dans la sous-direction de l'intégration des démarches du développement durable, au sein du CGD, qui est l'héritier de cette traduction historique de la loi de protection de la nature, de la mise en place des études d'impact, et cette volonté déjà à l'époque de voir une approche vraiment pluridisciplinaire. On avait compris que c'était des démarches qui embarquaient à la fois les juristes, les ingénieurs, des écologues, des différentes disciplines. Et puis aujourd'hui, j'ai fait un petit recensement. Effectivement, sur les 4 dernières années, 2020, 2021, 2022, 2023, il ne se passe pas une année sans qu'il y ait une loi qui modifie le cadre juridique de l'évaluation environnementale en France, avec des acronymes divers. Ça, c'est le charme français, la loi APER, ASAP, Climat Résilience, 3DS, etc. Et sur les 4 dernières années, 13 décrets. Et encore, je ne suis pas intéressé aux décrets qui changeaient les nomenclatures sur les installations classées. Mais 13 décrets en 4 ans qui, d'une manière ou d'une autre, ont modifié le cadre juridique de l'évaluation environnementale, les fameux articles R122.1 et suivants du Code de l'environnement. Donc on voit bien déjà l'enjeu de concilier le court terme et le long terme, mais on voit déjà, effectivement, rien qu'avec ces statistiques, par rapport à cette loi de 1976, qu'on est un peu perdu, quoi. On est un peu perdu. On est un peu perdu aussi par rapport, et ça a été dit tout à l'heure, et vu du Conseil d'État, on le constate aussi, bien sûr, dans les juridictions administratives, la place prise par le contentieux. C'est un vrai sujet qui est compliqué, qui est épineux, avec la tentation aussi, du coup, de vouloir multiplier des règles contentieuses spéciales. Alors, le Conseil d'État a rappelé quand même, au moment de l'examen du projet de loi sur l'agriculture l'année dernière,
que la tentation d'importer ou d'exporter, je ne sais pas comment on pourrait dire, les procédures spéciales qu'on a commencé à expérimenter dans le champ de l'urbanisme, dans d'autres champs, que ce soit le champ de l'environnement ou le champ de l'agriculture, il faut y aller avec beaucoup de précautions, avec une certaine main tremblante, parce qu'on n'a pas forcément de recul avec ce qui a été fait en matière d'urbanisme, et que quand on commence à multiplier les règles contentieuses spéciales, on arrive aussi à rendre le droit du contentieux illisible, et donc voilà, on est quand même assez vigilant là-dessus. Mais on a quand même ce sujet, et du coup ça rebondit sur cette question de la culture de l'évaluation environnementale, parce que précisément on est sur une démarche scientifique qui se traduit dans des règles juridiques, et donc on a envie finalement que le droit porte davantage l'évaluation environnementale, mais voilà, d'un autre côté, si on voit tout par le prisme juridique, on finit par perdre un peu le sens de la démarche, en tout cas les enjeux de méthode. Évidemment, l'évaluation environnementale ne se réduit pas à des aspects purement formels. Et donc il y a une culture de l'évaluation environnementale en France, justement, qu'il faut peut-être retrouver ou mieux développer, mais je pense que ce n'est pas spécifique à la France. Il y a une logique de responsabilisation des acteurs sur laquelle il faut réinsister, notamment, j'ai beaucoup apprécié ce que Karim Samoura avait dit lors de cette table ronde à ce sujet. Et donc voilà, on est quand même sur une question de développement de la culture de l'évaluation environnementale, avec une multiplication, parfois, effectivement, des dispositifs plus sectoriels, au nom de cette accélération de la norme, de l'instabilité normative, avec une évaluation environnementale qui, quand même, a un champ assez large et qui est censée être une démarche globale, avec quand même un petit sujet, je le mentionne ici, parce que c'est quand même un sujet un peu récurrent. Et on voit d'avoir des différences un peu de pratique, on a évoqué le cas des Pays-Bas tout à l'heure, c'est l'articulation entre l'évaluation environnementale et l'évaluation économique et sociale, notamment sur les aspects stratégiques. C'est vrai qu'en France et en Europe, de manière générale, on a la question de la santé qui est intégrée aujourd'hui dans l'évaluation environnementale, mais tout le volet social, tout ça, c'est un sujet qui est quand même un peu en devenir. Rapidement, donc ensuite, on a la question, ce que j'ai appelé de l'assise de l'évaluation environnementale, la question de savoir est-ce que c'est encore une démarche de droit commun. En tout cas, c'était l'esprit de la loi de 1976. Loi de 1976, dont je rappelle d'ailleurs qu'on va fêter les 50 ans l'année prochaine en France. Et je connais les juristes du droit de l'environnement qui sont au taquet sur ce sujet de commémoration de la loi du 10 juillet 1976. Et on le voit aussi en Europe, on le voit dans, je reprends l'exemple effectivement des Pays-Bas qui ont été mentionnés tout à l'heure, une tentation de vouloir raboter le champ des évaluations environnementales. En tout cas, on a cette difficulté. Alors on a dans le droit un principe qui est très important, sur lequel j'insiste régulièrement et qui est notamment très souvent rappelé par le juge au contentieux, c'est le principe de proportionnalité. Le principe de proportionnalité, c'est-à-dire que le curseur, on ne le met pas tant sur le champ d'application que sur le contenu de la démarche. Enfin, l'idée, c'est bien que l'évaluation environnementale est une démarche de droit commun, mais qu'en réalité, comme il y a une très grande diversité des objets, on va regarder plutôt, en termes de contenu de la démarche, comment on l'adapte au projet. Or, aujourd'hui, effectivement, la difficulté quand on écrit le droit de l'évaluation environnementale, c'est de trouver le bon équilibre entre le champ d'application et le contenu de l'évaluation environnementale. Si l'idée, c'est de préserver un champ d'application assez large, ça veut dire qu'il faut accepter qu'il y ait des marges de manœuvre derrière dans les textes, mais des marges de manœuvre aussi au contentieux. Donc, on retrouve quelque part aussi cette question de la manière dont on accepte ou pas d'engager un débat devant le juge sur les marges de manœuvre du contenu des études. Et inversement, on peut avoir cette tentation de vouloir, dans les textes, et ça a été un peu l'objet aussi des dernières modifications, être le plus précis possible, obliger les maîtres d'ouvrage à faire ça, être sûr qu'on n'oublie pas tel point, voire insister sur tel autre point. Mais plus on densifie quelque part les obligations de fond, de contenu, plus on a tendance à vouloir rétrécir du coup le champ de l'évaluation environnementale sur certains projets ou sur certains plans et programmes, et non plus d'en faire une démarche générale. Donc on est sur un point d'équilibre assez difficile. Là aussi, il me semble que c'est une question qui est assez importante et qui ne concerne pas que la France, parce que la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a des moyens complémentaires d'encadrement des pratiques autres que la norme juridique? C'est un juriste qui le dit. Mais je pense que, notamment en France, on a quand même une sorte de pathologie à vouloir tout régler par le droit. Il y a quand même des leviers très importants sur lesquels il faut insister. La question de la formation, c'est un vrai sujet. Le CIFE le sait, et merci pour le CIFE aussi d'engager ces actions de formation, mais on n'a typiquement en France pas de diplôme universitaire dédié sur l'évaluation environnementale. Voilà, très peu. Très peu de cursus. On a des cursus spécialisés sur l'écologie, sur le droit de l'environnement, etc., mais des formations spécifiques sur l'évaluation environnementale. Moi, j'en ai retrouvé que quelques-unes depuis que je m'intéresse à ces sujets, mais voilà, il y a quand même un sujet. Il y a la question effectivement de la méthodologie. On a parlé de l'approche par enjeu, je pense qu'il peut y avoir des choses intéressantes à dire. Et puis il y a un autre sujet qui va prendre de plus en plus d'importance, c'est quand même le sujet de l'intelligence artificielle.
Il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus. En quoi ça améliorera ou pas le travail sur l'évaluation environnementale? On se pose déjà, nous, la question pour le juge. Je n'insiste pas, c'est un sujet en soi, mais heureusement, il me restera 1 heure ensuite pour en parler. Mais voilà, donc on a quand même un vrai sujet de réflexion aujourd'hui assez important sur la question de l'intelligence artificielle, la manière dont ça bouleverse ou pas les pratiques, dont on peut le saisir. Et puis, donc, le dernier point que je voulais aborder rapidement, c'est effectivement la question de pour ou contre l'évaluation environnementale et cette question de la simplification. Alors ça a été dit, hein, évidemment, on a une sorte d'injonction contradictoire, de vouloir justement régler les urgences de court terme et comment on concilie ça avec la prise en compte des enjeux de long terme. Je n'insiste pas, mais ce qui m'a beaucoup marqué ces dernières années, c'est vrai qu'on cible beaucoup, effectivement, ces démarches de participation du public, d'évaluation, etc. Mais en réalité, ce que l'on cherche à saisir derrière, effectivement, ces tentations de vouloir toucher aux procédures de participation du public et d'évaluation environnementale, c'est qu'en réalité, on est face à un dispositif d'autorisation des projets, voire une question d'articulation des plans et programmes, qui est un sujet en fait de répartition des compétences, de la manière dont on autorise les projets. Et c'est en réalité ça, parfois, qui pêche le plus. C'est pas tant l'évaluation environnementale, c'est le fait qu'il peut y avoir parfois un émiettement des procédures d'autorisation. Pour ne prendre qu'un exemple, qui est la question des projets d'infrastructures routières, tout simplement en France. On a du mal en fait, à savoir quelle est la vraie autorisation d'une route en France. On a une déclaration d'utilité publique, mais c'est de l'expropriation. Après, on va avoir des décisions particulières, une approche par police spéciale, on va avoir une autorisation pour l'environnement, voilà, des autorisations de défrichement, des autorisations, mais une vraie autorisation, une méta-autorisation sur un projet routier, on n'arrive pas forcément à l'identifier en France. Alors on a créé les autorisations environnementales qui ont essayé justement de regrouper. Mais en tout cas, on a quand même derrière cette question de la simplification l'idée que l'évaluation environnementale, finalement, c'est peut-être pas elle qu'il faut forcément cibler, mais c'est plutôt s'interroger sur la manière dont on autorise les projets. Alors même que l'évaluation environnementale, d'ailleurs, elle s'inscrit dans une démarche un peu globale, justement, un peu transversale, qui vise précisément à donner une vision d'ensemble au-delà de la segmentation procédurale. Donc il y a un peu paradoxe à vouloir régler les choses par le biais de l'évaluation environnementale sans s'interroger derrière à la manière d'autoriser les projets. Et on a la même chose sur les plans et programmes. Je terminerai juste par là, parce qu'on en a beaucoup parlé, notamment avant-hier. C'est la question de la cohérence, qui revient très régulièrement dans les interventions, la cohérence des stratégies, la cohérence des plans et programmes, la cohérence de la manière dont on traduit les impératifs d'intégration de l'environnement. Et c'est vrai que dans une répartition des compétences, en plus, qui n'est pas toujours claire, qui est parfois un peu compliquée, il y a une juxtaposition de différents documents, chacun avec son propre champ de compétences. Et donc, finalement, quand on trouve une source de complexité, c'est pas forcément dans la question de l'évaluation mentale des plans et programmes, mais c'est peut-être aussi une question qui mérite d'être posée sur justement la manière aussi de mieux articuler les documents de planification, et notamment on a le cas, mais je ne vais pas insister ici, mais en tout cas on le voit beaucoup ces dernières années, de la transition énergétique, où il y a énormément de documents de planification diverses qui s'articulent les uns aux autres, mais qui précisément ne s'articulent peut-être pas de manière aussi optimale que ce qu'on pourrait espérer. En tout cas, merci beaucoup pour cette journée. Merci encore aux organisateurs. Et ça a été un plaisir pour moi d'assister à nouveau à ce colloque et au retour du CIFE en France. Alors, on va être très complémentaire avec Sylvain. Moi, je souhaitais revenir peut-être sur une réflexion qui nous est venue hier à l'issue de... C'était encore mercredi matin, voilà, c'était même pas hier, c'était mercredi matin, à l'issue d'une première demi-journée où nous avons interrogé le lien entre l'évaluation environnementale et les politiques publiques. Nous avons terminé cette première demi-journée en parlant de l'articulation entre les parties et le tout. Et j'aimerais revenir là-dessus. Les parties étant l'ensemble des éléments qui contribuent à faire des politiques publiques qui vont contribuer à améliorer la qualité environnementale alors des plans, des programmes, des projets, on peut reprendre ça, mais de revenir à l'ambition en termes d'action de l'État, de régulation politique et puis de rôle des politiques publiques. Donc, je vous invite à me suivre. Voilà, on essaie de décentrer un peu de l'évaluation environnementale pour revenir à cette échelle des politiques publiques, du rôle de l'État. On a aussi, je crois, utilisé une métaphore qui était celle des tout et des parties. Je ne sais pas si vous connaissez ce très beau livre de José Saramago sur le voyage de l'éléphant.
qui dit, voilà, pour voir un éléphant, soit vous essayez d'en faire le tour un peu malaisément, parce que c'est énorme, et on essaye petit à petit, voilà, soit on regarde de loin, et on voit la bête dans sa totalité, et c'est ce qui permet finalement d'avoir ces éléments. Donc c'est ce décalage-là que je voudrais vous inviter à faire. Si on regarde du point de vue de l'évaluation environnementale, j'ai entendu, et à nouveau, je viens d'un point de vue qui est celle d'une spécialiste de l'action publique environnementale. Je ne suis pas une spécialiste de l'évaluation environnementale. Moi, je travaille sur les politiques publiques de l'environnement, sur l'action de l'État en matière d'environnement. Et donc, j'ai un peu découvert, au travers de l'organisation de ce colloque, ce monde de l'évaluation environnementale. Et j'ai été extrêmement frappée, d'une part, par les grandes similitudes qu'il y a dans ce que j'entends aujourd'hui et depuis 3 jours sur l'évaluation environnementale en tant que telle, et ce que nous disons par ailleurs sur l'action publique en matière d'environnement en France, mais également dans d'autres contextes. Une action publique qui reste fragmentée, qui est très contestée. C'est l'une des politiques publiques dans lesquelles on a un niveau de conflictualité le plus élevé. Conflictualité pas uniquement en termes de protestation, de mobilisation, d'action, avec des répertoires d'actions parfois qui vont sur des actions de désobéissance civile, mais également devant les tribunaux, toute une série de mobilisations, des stratégies d'influence. Voilà, c'est vraiment l'un des domaines qui est l'un des plus contestés quand on regarde les domaines de politique publique. C'est aussi une action publique qui est très peu institutionnalisée. C'est-à-dire que ça fait finalement 40-50 ans que ce domaine existe. Il s'est développé dans un grand nombre de pays du monde, à peu près à la même époque, en lien avec l'action de l'ONU en 72 à Stockholm. Et depuis, les périmètres de ministères ne cessent d'évoluer d'une année sur l'autre au gré des changements politiques, et même parfois pas. C'est-à-dire qu'on a juste des reconfigurations de ministères, on ajoute une organisation pour ci, une organisation pour ça. On va former hyper spécialisation, hyper segmentation, ce qui veut dire qu'on arrive aujourd'hui, dans ce domaine en particulier, à une hyper fragmentation et à une grande fragilité institutionnelle de ce domaine d'action publique. À nouveau, si on compare avec d'autres, ministère de l'Agriculture, qui sont des transports, si on prend l'énergie, là aussi on a des changements de périmètre. Mais pour caricaturer un peu, c'est toujours ce qu'on dit à nos étudiants, un ministre de l'Agriculture, quand il arrive en poste en France, il sait très bien quel est le premier coup de fil qu'il doit passer. Voilà. D'accord ? On va passer un coup de fil à la FNSEA, c'est la protection politique qui parle ici, mais voilà, il y a un moment donné, il y a 1 ou 2 acteurs. Moi, j'ai fais ma thèse sur l'aviation civile, c'est pas compliqué. On est un ministre qui arrive dans ce domaine, aviation civile pour la DG, pour tout ce qui touche à ce domaine-là. Eh bien, on appelle Aéroport de Paris, Air France. On a à peu près fait le tour. Éventuellement, on prend Airbus pour la France, et puis on fait un peu la même chose dans les autres pays du monde. Enfin, disons que voilà. Donc là, on est dans un domaine qui est un tout petit peu différent. La troisième spécialité de ce domaine d'action publique, c'est qu'il y a des frontières extrêmement poreuses, et notamment avec le lien, non pas avec des acteurs économiques, mais avec des acteurs de la société civile. Et donc, historiquement, les organisations de la société civile, à travers cette contestation, alors parfois on parle de rôle de chien de garde, elles ont joué ce rôle, justement, d'aller tacler, en fait, les autorités publiques dans leur capacité, pas uniquement à édicter des lois, mais également à les appliquer. Et le contentieux juridique, il vient aussi de cette tradition. Pour ce qui est de la France, mon collègue Pierre Lascoum a fait un très beau livre il y a maintenant une trentaine d'années qui s'appelle L'éco-pouvoir. C'est un livre magnifique où il montre bien finalement les liens historiques entre des associations comme par exemple France Nature Environnement, qui en est une, mais il y en a d'autres aussi dans le contexte français avec le ministère de l'Environnement. Et on va retrouver des choses extrêmement similaires dans d'autres pays européens, voire à l'international. Donc il est important de rappeler en fait cette historique. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement la contestation comme étant un signe qu'il faudrait voir de manière négative, mais ça a été historiquement un enjeu fondamental de structuration de cette action de l'État et de constitution de capacité d'action dans un domaine, dans un secteur qui était par ailleurs fragile, qui était contesté, qui n'avait pas le leadership politique, la capacité politique au sein de l'État d'agir. Donc je crois qu'il est important là aussi de remettre cela en perspective. Ça, c'est un premier point. Donc de ce que j'entends, et notamment de ce que disait Sylvain tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est à la fois un enjeu, le contentieux, parce qu'à un moment donné, il faut en sortir, il faut aussi pouvoir réussir à surmonter cela. Et il y a des projets qui sortent, il y a des choses qui se développent, et il y a toute une série de choses. Donc comment est-ce qu'on regarde finalement le type de solutions qui ont été adoptées, quelles sont les solutions que trouve le droit, quelles sont celles qu'on va pouvoir trouver par d'autres mécanismes, et comment est-ce qu'on sort cette contestation, et puis quels sont les éléments sur lesquels eh bien, ça montre qu'il y a véritablement un enjeu politique dont il faut se saisir, et je reviendrai dans un deuxième temps. Le deuxième point sur lequel
je voulais revenir, c'est la question de la complexité. En réalité, j'ai l'impression, ces 2-3 jours, que nous avons mis en évidence en fait, l'énorme technicité de ce domaine de l'évaluation environnementale. Que c'est un domaine qui s'est considérablement étoffé. Technicité en termes de méthode, technicité en termes d'outils, en termes de procédures. Sylvain a rappelé tout à l'heure le nombre de décrets, de lois, etc. Donc, ça s'est véritablement étoffé. Il y a eu une accumulation de capacité à agir, d'espace, etc. Mais quels sont les effets, quel est l'impact finalement sur les politiques publiques en tant que telles? Est-ce que ça a renforcé de manière transversale à toutes les politiques publiques la prise en compte, la prise en charge de leur impact environnemental? Est-ce que, si on regarde sur le temps long des politiques publiques qui vont être prises, on a eu une présentation de Thomas Roussel l'autre jour, alors j'étais pas là pour l'entendre ce matin, mais qui montrait bien comment est-ce que le SGPE a travaillé une feuille de route. Alors les 16 points stratégiques et puis les 55 leviers montrent la manière dont ils se déclinent dans toutes les politiques publiques. Si on fait la somme du tout, de cet ensemble de parties, qu'est-ce que cela nous dit sur le renforcement de la qualité environnementale? Et là aussi, il est extrêmement intéressant de voir que dans le domaine de l'environnement, c'est un domaine de politique publique qui est absolument champion en termes d'accumulation de textes de loi et de réglementation. Michel Prieur parlait même, alors je ne suis pas juriste et il m'est arrivé de lire des manuels de droit public et notamment ceux de Rémi Barbier et Michel Prieur pour me documenter un peu et m'acculturer à cette discipline. Michel Prieur parle toujours de règles extrêmement de plus en plus bavardes, de lois de plus en plus bavardes. J'ai travaillé sur la loi de Grenelle, par exemple, 256 articles. Si on regarde toutes les lois qui ont été prises ces derniers temps en France, mais on va retrouver des choses un peu similaires dans d'autres pays européens, ce sont des lois qui sont de plus en plus bavardes, dans lesquelles on va multiplier les articles. Et quand on est par ailleurs dans un contexte où c'est au moment de la mise en œuvre que se joue en réalité la façon dont l'effectivité du droit va opérer, eh bien, on voit bien qu'on est là dans un système à deux niveaux, avec à la fois toute une négociation qui se fait au moment de l'adoption des textes et de tous ces articles, et puis au moment de la mise en œuvre. Il y a un autre anniversaire, Sylvain, que tu n'as pas mentionné, sur lequel beaucoup de juristes, j'ai compris, mais pas uniquement, s'interrogent beaucoup, les professionnels de l'aménagement aussi, c'est l'anniversaire de la loi littorale, 1986, qui est un très bel exemple de loi bavarde, avec des objectifs très ambitieux, et dont la mise en œuvre reste, alors on peut dire ça de manière un peu prude, en disant, voilà, limitée. Les dents creuses, si on regarde les dents creuses, et puis il y a des régions dans lesquelles on est champion de dents creuses. J'ai une étudiante, il y a un an, qui a comparé ce qui se passait en Corse et en Bretagne. C'est extrêmement édifiant d'aller regarder sur 30 ans. Voilà, comment est-ce qu'on accorde des permis de construire en respectant à la fois la loi littorale et la loi montagne en Corse? Qu'est-ce que ça laisse comme opportunité en termes d'aménagement? Et qu'est-ce que ça nous dit, au final, sur la qualité environnementale à l'échelle de ce territoire, si on prend uniquement le cas de la Corse? Donc, peut-être quand même de reprendre, là aussi, le lien entre l'évaluation environnementale et les enjeux de politique publique et d'amélioration de cette qualité. Et moi, j'ai appris beaucoup dans ces 2 derniers jours là-dessus, et je trouve qu'il y a encore à faire, me semble-t-il, sur cette articulation et pour interroger. Voilà. Je ne vais pas être trop longue, je voudrais juste dire un dernier point, c'est enfin sur la question de la légitimité. Ça a été posé tout au long de la journée. Alors, une manière d'asseoir sa légitimité, c'est à travers la technicité, c'est en rentrant dans le dur et en apportant des éléments de connaissance, de la rigueur, des données, etc. Et puis, il y a la question de la légitimité politique. Ça a été abordé par un grand nombre d'entre vous au cours de cette journée et qui pose aussi la manière dont on va, à travers l'évaluation environnementale, la façon dont elle va mobiliser et faire le lien avec la participation citoyenne, avec toute une série d'autres priorités, eh bien, comment est-ce que cette légitimité politique, cette fois-ci, va se construire? Et donc, dans l'ensemble des contestations qu'on a vues éclore ces dernières années, les plus robustes, les plus vocales, sont certainement celles qui font le lien avec les enjeux sociaux, les enjeux de justice sociale, les enjeux de justice climatique. Là aussi, je voudrais citer un autre grand monsieur, en tout cas des politiques environnementales en France, Jacques Test. Quand il est parti à la retraite, Jacques Test dit que l'un des plus grands regrets, finalement, de son travail et de son rôle au ministère de l'écologie et de l'environnement en France avait été, finalement, de méconnaître la dimension sociale de ces politiques publiques. C'était vraiment au cœur de son discours. Alors c'est sans doute pour le coup une spécificité française par rapport à d'autres pays. Je pense par exemple à l'Allemagne, je connais bien, je sais qu'il y a toute une série d'autres États, le Québec aussi, où il y a eu d'autres liens qui ont été faits, mais en tout cas cette articulation est sans doute à construire. Et donc là, ça nous amène à penser l'articulation entre l'évaluation de politiques publiques, la question des co-bénéfices, la question des effets joints,
sociale, environnementale, et de ne pas uniquement positionner l'évaluation environnementale sur la dimension climat, la dimension biodiversité et tout ça, mais aussi d'aller dans le sens de ce qu'on a pu discuter lors de la première table ronde mercredi matin, ce que l'IPBES nous enjoint à faire, c'est-à-dire poser aussi la question de l'environnement dans une perspective plus large, socio-environnementale plus large, de telle sorte que l'on puisse construire et structurer cet agenda climatique. Moi, j'étais personnellement très frappée. J'ai participé à une partie des travaux d'une instance en France qui s'appelle le Conseil national pour la lutte contre l'exclusion et la pauvreté, le CNLE, qui a fait tout un travail ces 18 derniers mois sur l'articulation entre écologie et sociale, dans lequel participent un certain nombre d'acteurs, y compris des ONG, qui ne sont pas spécialistes du domaine de l'environnement, mais qui viennent plutôt du côté de l'action sociale, et qui ont fait un travail remarquable, sous la houlette de Nicolas Duvou, qui est chercheur à Paris 8, pour structurer en fait ce que pourrait être cet agenda social. Ça repose sur une évaluation à la fois environnementale, sociale, politique, de la manière d'articuler cela. Et je m'interroge là aussi sur l'écho qu'a pu avoir ce type de rapport. De la même manière, le travail qu'a fait France Stratégie 2 ans avant sur l'orchestration des politiques publiques en France, qui articulait, qui travaillait sur ces effets joints entre social et environnemental, c'est un rapport qui est sorti à la veille de la présidentielle en France de 2022 et qui n'a là aussi eu que finalement très très peu d'écho. Donc je trouve qu'à un moment donné, ça pose aussi la question du lien qui se fait entre l'expertise, les résultats de cette évaluation, de cette expertise, et la manière dont cela va infuser ou pas du côté des politiques publiques. Et il me semble que c'est là qu'est véritablement le rôle du politique. On a parlé du maire, on a parlé de la responsabilité du politique, etc. Mais au final, moi, il me semble que le rôle du politique, c'est bien évidemment de prendre une décision, de trancher, mais c'est aussi de faire le lien entre une évaluation environnementale, l'évaluation sociale, et de le faire aussi en lien avec un projet de société, et pas un projet politique, d'agenda politique de parti ou de campagne, mais un agenda politique au sens de comment est-ce qu'on fait société, et société à l'échelle du vivant, si on veut pousser le point un petit peu plus loin. Et donc c'est, me semble-t-il, là qu'est le courage politique. Et alors, c'est peut-être toujours un peu compliqué de parler d'un point de vue d'universitaire, parce qu'on pourrait toujours m'accuser d'être donneuse de leçons, etc. Mais ce que je dis, moi, à mes étudiants, c'est qu'en réalité, l'ambition de leur côté, alors très peu d'entre eux vont vers la recherche. En réalité, tous vont, mes étudiants à Sciences Po, ils vont plutôt vers l'action publique, l'action privée. Ils vont justement construire cette articulation. Et donc, moi, je les pousse à être ambitieux sur cette approche de projet. Comment est-ce qu'on pense un projet ambitieux, dans les limites planétaires, comme le disait Magali Reguiza ce matin, et qui soit en même temps porteur de développement, de projets, de progrès pour différents groupes sociaux, différents pans de la société. Et c'est de cela, me semble-t-il, que l'on manque considérablement. Et donc moi, je voudrais remettre le politique à sa bonne échelle, c'est-à-dire que l'évaluation environnementale, ça doit servir la dimension politique à ce niveau-là, et pas uniquement à l'échelle d'un projet, d'un plan et d'un programme. Ça ne veut pas dire que je ne pense pas que ce soit important. Je voudrais qu'on regarde l'éléphant dans sa totalité. Et il me semble que c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Un grand merci Sylvain et Charlotte. Il est 16h00. Je vais vous proposer quelques petits mots de clôture. Je vais juste pendant ce temps-là inviter alors les membres du bureau de France Évaluation Environnementale qui sont présents. Donc Xavier qui est secrétaire, Armelle qui est secrétaire adjointe, Nicolas, trésorier, a dû nous quitter pour un train. Juste venir avec nous, restez. Voilà. Et puis proposer aussi à Jean de revenir pour le CIFE, peut-être Karim aussi au titre... voilà, de l'histoire du truc. Juste qu'on soit tous ensemble pour ce petit mot. Vous dire à quel point donc, on a vraiment pu apprécier cette excellente semaine et cette journée. La richesse des débats, j'en parle pas, je pense que chacun aura pu apprécier. Beaucoup de mise en perspective, vous venez de le faire. Je trouve ça remarquable, à la fois dans le temps et dans l'espace. Et quoi de mieux que de le faire dans l'espace grâce aux comparaisons qui ont pu être faites à la fois au niveau français, européen, international. Moi, je n'avais aucun a priori là-dessus, puisque c'était finalement, tout en connaissant assez bien le CIFE de l'extérieur, une première rencontre avec toute la communauté. Mais le fait de vraiment apprendre de vous tous ici, donc un grand merci. Ça donne l'occasion de se dire que voilà, côté France Évaluation Environnementale, on caressait un petit peu cette ambition autour d'un nouvel événement d'une certaine envergure
comme celui-là, de remobiliser aussi une communauté française, des acteurs, des praticiens, des chercheurs. Donc voilà, être un petit peu une sorte de relais local ou miniature de ce que la communauté internationale, en tout cas francophone du CIFE, ici réunie. Donc un grand merci pour tout ça. Et donc merci à vous vraiment de votre présence. L'évaluation environnementale, ou l'évaluation, je pense, c'est souvent des questions qui répondent à des questions. Donc moi, j'ai envie de vous en poser une qui me vient comme ça, très simplement. On pourra en discuter dehors sûrement, mais qui est... on a fait ce pari de se dire aujourd'hui, alors on s'adresse aux décideurs, peut-être et pas uniquement à notre communauté, à nous-mêmes, parce qu'on sentait bien qu'on était dans un moment où c'était important de sortir un tout petit peu de l'entre-soi et d'aller chercher... Alors, dans les politiques publiques sociales, on parle beaucoup des personnes, par exemple, éloignées de l'emploi. Moi, j'ai envie de dire, voilà, il faudrait qu'on définisse la catégorie des personnes, comment dire, en souffrance, qui sont éloignées de l'évaluation environnementale et qu'il faudrait aller pouvoir toucher et chercher. Mais pour ça, il faut qu'on trouve effectivement des manières de le faire qui, évidemment, ne nous fassent pas débarquer avec toute notre complexité, toutes nos réflexions qui nous concernent plutôt, nous, en tant que connaisseurs du sujet. Peut-être qu'on vous écrira, là, d'ici quelques jours, le temps de digérer tout ça, avec, voilà, je ne sais pas si ça s'appellera un appel du 17 janvier, comme il y a eu un appel du 18 juin en France il y a quelques années, modestement, hein, bien sûr. Mais voilà, si ça devait contenir quelque chose, ce serait autour de l'idée à la fois, évidemment, de continuer à faire vivre notre communauté, à échanger, à enrichir, et ne pas s'interdire de réfléchir comme on l'a fait là, mais peut-être aussi de réfléchir aux moyens de parler, peut-être de manière très différente, ou en tout cas trouver les vecteurs, moi je ne les ai pas encore complètement identifiés, qui nous permettraient de toucher les sphères de décision, ceux qui sont les plus concernés finalement par l'intérêt de ce que l'on fait, en trouvant des manières de le faire qui évidemment ne nous amènent pas dans les difficultés qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, donc c'est un appel à la créativité d'une certaine manière, et j'ai envie qu'on puisse en tout cas y réfléchir ensemble. Donc voilà, un grand merci à vous tous. Je pense qu'on peut nous applaudir, on peut vous applaudir surtout. Merci.